Beaucoup croient qu'on est protégé par l'attention publique lorsqu'on est entouré d'autres personnes. Les statistiques confirment cette théorie. Cependant, il ne faut pas oublier que les malfaiteurs peuvent utiliser différentes astuces pour attirer quelqu'un dans un endroit isolé. C'est pourquoi il est important de rester vigilant, même dans les lieux fréquentés. Dans la pittoresque Andria, une ville italienne d'environ 100 000 habitants, l'histoire de la famille locale Mansi a attiré l'attention publique. La ville était célèbre pour son patrimoine historique, particulièrement pour le majestueux château Castel del Monte, qui attirait quotidiennement de nombreux voyageurs. Pour les habitants, le tourisme était devenu la principale source de revenus. Près du célèbre château vivait la famille Mansi, les parents et leur unique fille tant attendue, Graziella. Ces 10 dernières années, la famille possédait une petite boutique, idéalement située sur le chemin de la porte principale du château. Ils y proposaient des noix et des fruits secs aux touristes. Le commerce marchait bien. Graziella, malgré son âge, aidait souvent dans l'entreprise familiale, ce qui réjouissait beaucoup ses parents. Dans la rue touristique animée, il y avait toujours beaucoup de visiteurs, et les mains supplémentaires étaient très bienvenues. La jeune femme participait avec joie à l'entreprise commune et attirait les clients par sa gentillesse et son énergie. Le samedi 19 août 2000 ne différait pas des week-ends ordinaires avec leur affluence maximale de touristes. Ces jours-là, le grand-père de Graziella était souvent derrière le comptoir. La petite fille aimait lui tenir compagnie et effectuer de petites commissions. En raison du flux constant de visiteurs, le grand-père pouvait rarement quitter la boutique. Vers 7 heures du soir, le vieil homme fatigué demanda à sa petite fille d'aller à la fontaine remplir une petite bouteille d'eau. Graziella accepta volontiers et se dirigea vers la fontaine, qui n'était qu'à 5 minutes de distance. Le temps passait, mais Graziella ne revenait pas. Le grand-père commença à s'inquiéter, bien qu'au début il se soit rassuré en pensant que sa petite fille avait pu rencontrer des connaissances et être en train de discuter. Cependant, lorsque plus de 20 minutes s'écoulèrent et que Graziella, qui était toujours ponctuelle, n'apparut pas, l'homme s'inquiéta sérieusement. Il décida de vérifier la situation et alla à la fontaine. À sa surprise et son inquiétude, Graziella n'était ni là, ni dans les rues voisines, qu'il parcourut minutieusement à la recherche de sa petite fille. La situation devenait de plus en plus tendue. Lorsque le grand-père est retourné au magasin dans l'espoir de trouver Graziella, il a constaté qu'elle n'était toujours pas apparue. Elle aurait pu prendre un autre chemin, mais elle n'était visible nulle part. Après environ 30 minutes, il a contacté le fils et la mère, commençant à appeler tous les amis et connaissances dont il avait noté les numéros. Les parents ont également appelé tous ceux qu'ils pouvaient joindre, mais personne ne l'avait vue. Bientôt, toute la famille et certains amis de Graziella se sont rassemblés au magasin Mansi sur la place. Sans perdre de temps, adultes et jeunes ont organisé des groupes de recherche. Leur activité a attiré l'attention des passants et des touristes, dont beaucoup se sont immédiatement joints à la recherche. Les proches ont apporté une photo de Graziella et l'ont montrée aux passants. Certains ont confirmé l'avoir vue pendant la journée et la soirée. Cependant, personne ne pouvait dire où elle était allée ou ce qui aurait pu se passer. La zone était considérée comme calme. Les incidents y étaient rares. Il semblait inconcevable que quelque chose puisse arriver dans un endroit si animé. Après plusieurs heures de recherche infructueuses, la famille Mansi s'est tournée vers la police locale. Les agents se sont immédiatement joints à la recherche. Après un certain temps, un résident s'est approché d'un des policiers en patrouille avec des informations inquiétantes. Il avait entendu un cri provenant de la zone boisée près du château Castel del Monte.
2 carabiniers se sont dirigés dans la direction indiquée et ont remarqué de la fumée qui s'élevait du centre de la plantation. Au début, ils n'ont pas fait le lien avec la disparition, mais ont décidé de vérifier la source du feu et d'évaluer la nécessité d'appeler les pompiers. Lorsqu'ils se sont approchés à environ 10 mètres de l'endroit, les policiers ont perçu une odeur inhabituelle. Le foyer de l'incendie semblait étrange. Sous une couche de feuilles sèches, ils ont remarqué quelque chose d'inquiétant. En raison de la taille et des vêtements, qui correspondaient à la description de la tenue de Graziella, les policiers ont dû reconnaître avec un cœur lourd que leur pire soupçon s'était confirmé. Lorsqu'ils ont découvert la scène du crime, il était déjà trop tard pour changer quoi que ce soit. Lors de l'examen de la zone forestière, les enquêteurs ont découvert plusieurs fragments de vêtements et un dispositif d'incendie, la source présumée du feu. Aucune autre trace des auteurs n'a été trouvée. Un examen plus approfondi du terrain était nécessaire. Les autorités espéraient également obtenir des enregistrements des caméras de surveillance installées près du château. L'examen médical a confirmé l'identité de la personne trouvée. C'était Graziella Mansi. Les spécialistes n'ont pas pu répondre de manière exhaustive à toutes les questions de l'enquête et de la famille. L'État a compliqué l'enquête. Cependant, l'expertise a confirmé le caractère intentionnel de l'incident. L'information sur cet incident s'est propagée rapidement à travers les canaux d'information. Le lendemain, les représentants de la presse ont littéralement assiégé la maison de la famille Mansi. Lorsque les proches ont été informés de ce qui s'était passé, ils ont d'abord refusé de croire qu'il s'agissait de Graziella. Cette affaire inexplicable a tellement choqué les résidents que tout le district était en état de choc. Les médias ont intensément couvert l'incident près du célèbre château. La société était troublée par ce qui s'était passé. Le flux touristique a considérablement diminué. Les visiteurs considéraient la zone comme dangereuse et évitaient l'attraction, ce qui a eu un impact négatif sur le secteur touristique d'Andria. Les enquêteurs ont agi rapidement. La police s'est activement impliquée dans le travail dès les premières heures. La version principale était qu'un auteur avait conduit Graziella du sentier de randonnée vers un endroit désert et avait ensuite allumé un feu pour effacer les traces. Dans l'entourage de Graziella, il ne pouvait évidemment pas y avoir d'adversaire sérieux, donc on cherchait une personne adulte. L'enquête a suivi plusieurs pistes. D'abord, on a vérifié les listes des personnes ayant un passé criminel qui pouvaient se trouver dans la région. Cependant, cette piste d'enquête a progressivement perdu de son importance. On a même examiné les données touristiques. On soupçonnait que l'auteur pourrait être un voyageur qui choisissait des passants au hasard. Avec le temps, cette version est aussi devenue de moins en moins probable. Lors de l'interrogatoire des témoins, amis et connaissances de la famille Mansi, le nom de Pasquale Tartoro était mentionné de plus en plus fréquemment. Ce jeune homme de 20 ans était connu dans toute la région. Il travaillait officieusement comme gardien de parking dans la rue où se trouvait le magasin de la famille Mansi. Beaucoup ont remarqué le comportement étrange de Pasquale. Depuis que Graziella aidait dans le magasin de ses proches, il l'observait constamment. Son regard inquiétait l'entourage. Plusieurs témoins ont souligné cette circonstance, ce qui a attiré l'attention particulière des enquêteurs. Les conversations des autorités avec les amis de Pasquale ont confirmé les soupçons inquiétants. La question s'est posée. Pasquale pourrait-il être un harceleur obsessionnel ? Les proches ont catégoriquement rejeté cette possibilité. Selon eux, il a grandi dans une famille protégée et n'a jamais eu de conflit avec la loi. Du moins, jusqu'à cette soirée fatidique à Castel del Monte. Malgré les assurances de ses proches, Pasquale est devenu le personnage principal de l'affaire. Lors de la rencontre avec les enquêteurs, les soupçons n'ont fait que s'intensifier. Son t-shirt était taché de marques rouges foncées suspectes et de terre, comme s'il avait longtemps creusé dans le sol.
Sur son visage, on pouvait voir des traces de résistance. Les enquêteurs ont noté que les griffures étaient superficielles, comme si elles avaient été laissées par des doigts délicats. Pascual a nié sa participation à la disparition d'une personne. Plus les conversations avec les enquêteurs duraient, plus sa version des événements changeait fréquemment. Après plusieurs heures au poste de police, Pascual a commencé à céder. Les enquêteurs ont été particulièrement préoccupés par sa remarque sur la beauté de Graziella. C'est ainsi qu'il parlait de l'étudiante. Il y avait de nombreuses incohérences dans les récits du suspect, qui tentait manifestement de cacher quelque chose à la police. Dans une version, Pascual a affirmé qu'il était par hasard dans cette forêt, lors d'une promenade, où il a vu une personne immobile. Effrayé, il s'est enfui, et peu après la police est arrivée. Plus tard, son histoire s'est enrichie de nouveaux détails. Il a raconté comment il avait rencontré Graziella au puits où elle était venue chercher de l'eau. Elle n'avait pas peur de lui, l'avait souvent vu auparavant. Jusqu'à ce jour, il était toujours apparu calme et approprié. Pascual a avoué l'avoir attiré dans la forêt avec une histoire de chiot qui serait née récemment d'un chien local. Lorsqu'il a finalement été démasqué, il a avoué l'incident et a affirmé qu'il voulait effacer les traces. Le jeune homme a insisté sur le fait qu'il n'y avait pas d'autre motif et a décrit l'événement comme un jeu qui a échappé à tout contrôle. Les médias ont activement couvert chaque détail de l'incident, ajoutant des rumeurs et des détails non vérifiés. Cela a créé de la confusion. Les véritables motifs de l'auteur sont restés obscurs. L'histoire avec les déclarations de Pascual a pris un tournant inattendu. Les autorités ont tenté d'obtenir une version crédible des événements. Son histoire contenait de nombreuses incohérences, des contradictions évidentes avec les preuves trouvées. Bien qu'il ait partagé les détails des événements et d'autres informations importantes avec les carabinieri, de nombreuses questions clés sur l'incident et ses causes sont restées sans réponse. Il a été établi que l'incendie a commencé vers 22 heures, mais la disparition avait été remarquée presque 3 heures auparavant. Que s'est-il passé pendant tout ce temps? Pascual a expliqué ses actions en disant qu'il avait entendu des voix. Des gens passaient près de la forêt. Il pensait que la recherche de la personne disparue avait commencé. Le rapport de l'expert médical a suscité une inquiétude particulière. Selon lui, Graziella Mansi était consciente au moment de l'incendie. Les carabinieri ont continué à travailler avec le suspect. Des questions se sont posées sur la raison pour laquelle il n'avait que des égratignures insignifiantes dans ces circonstances. Des doutes sont apparus sur le fait qu'il agissait seul. Il y avait peut-être d'autres personnes impliquées. Il a été décidé de procéder à un nouvel interrogatoire. Finalement, Pascual a accepté de coopérer avec les enquêteurs et de dire la vérité qu'il avait précédemment cachée par peur. Selon ses paroles, il n'a pas emmené Graziella dans la forêt de sa propre initiative. Un groupe de jeunes hommes âgés de 18 à 20 ans l'y a forcé. Dans la forêt attendaient Giuseppe Di Bari, Vincenzo Caratello, Domenico Margiotto et Michele Zagaria. Pascual a affirmé qu'il n'y avait initialement pas d'autres intentions. Il avait eu un conflit avec ces jeunes hommes dans lequel il avait perdu. En compensation, les connaissances ont exigé d'amener Graziella dans la forêt, ce qu'il a fait. Les 4 jeunes hommes ont retenu Graziella pendant plusieurs heures. Quand ils ont entendu les cris de recherche, ils ont eu peur des conséquences. Le groupe a décidé de cacher les traces de l'incident. Il n'avait pas de matériaux appropriés pour effacer les preuves. Quand Graziella a repris conscience et a commencé à crier, les jeunes hommes ont paniqué et ont tenté d'utiliser la violence. Finalement, ils l'ont couverte de feuilles et ont essayé de réfléchir à comment cacher leurs actions. Après quoi, ils ont décidé d'utiliser un dispositif incendiaire. Tous les impliqués avaient entre 18 et 20 ans. Comme il s'est avéré, les jeunes hommes venaient de familles aisées
et non d'un environnement problématique, ce qui rendait leur acte encore plus incompréhensible. Les connaissances les décrivaient comme des jeunes gens équilibrés et raisonnables, qui n'avaient jamais montré d'agressivité ou de tendance à enfreindre la loi. Un seul d'entre eux avait eu de petits problèmes avec la loi dans le passé, un vol mineur. Après les déclarations de Pasquale, les autorités ont rapidement arrêté tout le groupe. La nouvelle a choqué toute l'Italie et a reçu une large attention médiatique. Depuis leur arrestation, les suspects ont nié toute implication dans la disparition de Graziella et ont assuré ne pas comprendre les raisons de l'intérêt des autorités pour eux. Cependant, les enquêteurs étaient déterminés à poursuivre leur travail jusqu'à ce qu'ils aient reconstitué le tableau complet des événements de cette nuit dans la forêt. Lors de l'examen de ces jeunes hommes, les enquêteurs, contrairement à Pasquale, n'ont trouvé aucune trace visible de l'incident. Leurs vêtements étaient par tas propres et ils ne présentaient aucune blessure. Les perquisitions de leur domicile n'ont donné aucun résultat. Rien de suspect n'a été trouvé. Lors des interrogatoires, ils ont fermement insisté sur leur innocence, mais ont confirmé que Pasquale Tartoro nourrissait effectivement des sentiments étranges pour Graziella. Malgré de longues conversations avec les enquêteurs, aucun d'entre eux n'a changé sa déclaration. À ce stade, ils ont été libérés, mais sont restés sous surveillance en tant que suspects. Un détail intéressant est apparu plus tard. Ces 4 jeunes hommes étaient là parmi ceux qui portaient le cercueil cérémoniel lors des adieux à Graziella. Cela s'est produit avant même que Pasquale ne fasse sa déclaration. Des témoins ont rapporté que les jeunes hommes montrèrent des émotions sincères, comme s'ils ressentaient une profonde tristesse. Lors des interrogatoires, ils ont expliqué leur réaction en disant qu'ils connaissaient Graziella, bien que pas intimement, mais ils la voyaient souvent dans l'entreprise familiale des Mansi. Les enquêteurs ont développé la théorie que la présence des 4 à la cérémonie n'était pas une coïncidence. Malgré l'absence de liens étroits avec la famille, ils auraient pu ressentir un malaise intérieur ou tenter de comprendre jusqu'où l'enquête avait progressé et s'il y avait des soupçons contre eux. La cérémonie a rassemblé presque toute la ville. Même quelques touristes sont venus. Dans une telle foule, 4 jeunes hommes émotifs n'ont pas attiré d'attention particulière. Lorsqu'on leur a demandé de revenir au poste, chacun a été interrogé individuellement. Vincenzo et Giuseppe ont affirmé avoir un alibi. Ils ont expliqué qu'ils se trouvaient au club de jeu local vers 19h le jour de la disparition. Michel et Domenico, en revanche, ont refusé de parler aux enquêteurs et ont exigé la présence d'avocats. Ce comportement n'a fait qu'intensifier l'intérêt des forces de l'ordre pour ces personnes. Les enquêteurs ont commencé à vérifier les alibis de Vincenzo et Giuseppe. Leur présence a été confirmée au club informatique, mais seulement pendant la première heure. La localisation ultérieure des amis est restée inconnue, ce qui a soulevé des questions auprès des autorités d'enquête. L'affaire a pris un tournant inattendu lorsque Michel et Domenico ont décidé de raconter leur version des événements. Leur histoire correspondait largement aux déclarations de Pasquale Tartoro. Selon leur dire, les amis se sont retrouvés dans la forêt le soir, soi-disant pour un jeu. Au moment de leur arrivée, tout le groupe était déjà sur place. Pasquale devait amener Graziella. Les autres participants se sont cachés derrière des arbres et ont attendu son apparition. Jusqu'à la forêt, ils ont mis entre 15 et 20 minutes. À ce moment-là, le grand-père avait probablement déjà commencé à chercher sa petite fille. Quand ils sont arrivés sur place, les autres participants ont surgi de leur cachette. Graziella était piégée. Le groupe était sous l'influence de l'alcool. Ils s'amusaient de voir à quel point Graziella avait peur. Selon les personnes arrêtées, ils voulaient seulement jouer avec Graziella sans défense. Graziella était si effrayée qu'elle s'est figée. À un moment, la situation est devenue incontrôlable. Après la chute, elle a perdu connaissance. Les jeunes ont affirmé qu'à l'origine,
Il voulait seulement lui faire peur. Quand elle a cessé de répondre, tous ont pris conscience de la gravité de la situation. À ce moment, ils ont entendu des voix, probablement celles des personnes qui cherchaient et Graziella. Sous l'influence de l'alcool, ils ont décidé de cacher les traces de l'incident. Les déclarations des suspects ont été partiellement confirmées par des preuves. L'examen médical s'est révélé ambigu. Graziella présentait certaines blessures, mais leur origine exacte n'a pas pu être déterminée. Les vêtements de la jeune femme étaient en place, ce qui remettait en question certaines versions initiales de l'enquête. La difficulté résidait également dans le fait que les traces d'exposition au feu ont considérablement compliqué le travail des experts. Les carabinieri soupçonnaient que le groupe de jeunes aurait pu délibérément utiliser les flammes pour dissimuler les traces de leurs actions. L'histoire du jeu dangereux, racontée par les détenus, suscitait de sérieux doutes. Les enquêteurs ont soigneusement examiné toutes les circonstances de l'incident et ont tenté d'établir le véritable déroulement des événements. Pendant ce temps, les détenus continuaient d'affirmer que tout s'était produit par hasard. La décision finale devait être prise par le tribunal. 2 membres du groupe, Vincenzo et Giuseppe, ont catégoriquement nié leur participation. Selon leur dire, ils sont simplement venus dans la forêt sur l'invitation de Pasquale, sans soupçonner ses intentions. Prétendument, quand ils ont vu ce qui se passait, ils sont partis immédiatement. Les jeunes hommes ont expliqué qu'ils ne s'étaient pas adressés à la police par peur de possibles représailles des autres participants ou de problèmes avec la loi. On aurait pu les accuser de complicité. À l'issue du procès, Pasquale Tartoro a reçu une peine relativement légère, 30 ans de prison. 2 facteurs y ont contribué. Sa volonté de coopérer avec les enquêteurs et le fait que l'expertise n'a pas confirmé sa participation directe aux événements finaux. Les 4 autres participants ont reçu une peine plus sévère. Pour l'enlèvement d'une mineure et des actes prémédités, ils ont reçu la prison à perpétuité en cellules individuelles, sans droit de contact avec d'autres détenus. L'annonce du verdict a provoqué de vives réactions. La mère de Graziella a perdu connaissance. Son mari a dû être aidé. Une dispute verbale a éclaté entre les familles des accusés. Les proches de la jeune femme ont considéré la peine juste, sauf dans le cas de Pasquale. Selon eux, il méritait une sentence plus sévère. Vincenzo et Giuseppe se sont particulièrement opposés à la décision judiciaire. Ils ont défendu leur innocence de manière si convaincante qu'ils ont même trouvé des partisans qui croyaient leur version des événements. Cependant, cela ne les a pas aidés à faire appel du verdict. 8 ans après ces événements, Vincenzo Caratello, âgé de 27 ans, prit une décision fatale pendant son séjour dans l'établissement pénitentiaire. Peut-être était-il tourmenté par des sentiments de culpabilité ou ne voyait-il simplement pas d'autre issue. Quelques jours auparavant, sa mère lui avait rendu visite. La femme continuait de croire inébranlablement en l'innocence de son fils et le soutenait à tous égards. Cependant, à ce moment-là, Vincenzo lui-même avait déjà perdu toute volonté de poursuivre son chemin. Le cœur de mère sentit que quelque chose n'allait pas. Elle remarqua que son fils s'était comme éloigné, était devenu une autre personne. Et ses pressentiments se révélèrent justes. 19 juin 2013, l'avocat Michel déposa une demande de révision du dossier, invoquant des violations de procédure. Il contesta les résultats de la procédure précédente, mais le tribunal rejeta l'examen de la demande. La mère de Pasquale s'adressa publiquement à la famille Mansi avec de sincères excuses pour les actions de son fils. Elle souligna qu'il devait assumer l'entière responsabilité légale de ses actes. Cependant, la mère de Graziella rejeta ses excuses. Sa réponse fut émotionnelle. Elle déclara que Pasquale devait traverser tout ce que sa fille avait traversé. Selon ses mots,
Graziel serait resté avec sa famille s'il ne l'avait pas attiré dans la forêt. Les parents de Graziel considéraient Pasquale comme le principal coupable. Le nom de Graziel Mansi n'est pas oublié en Italie. Au château Castel del Monte se trouve une plaque commémorative avec sa photo et une brève histoire de Graziel, dont le chemin s'est terminé si tôt. Cet endroit est devenu une sorte de mémorial, où locaux et touristes laissent des fleurs et des peluches. Les proches de Graziel visitent fréquemment ce lieu de mémoire. Après 24 ans d'emprisonnement, Pasquale Tartoro a retrouvé sa liberté. Sa peine a été réduite de 6 ans pour bonne conduite. Il a maintenant 44 ans et essaie de commencer une nouvelle vie. Il est difficile de prédire comment son destin futur va se développer. Parmi tous les impliqués, il était le seul à accepter une procédure simplifiée, ce qui a conduit à une réduction de peine. Après l'incident, tous les impliqués ont rompu tout contact entre eux. Même lorsque Pasquale a été libéré, aucun de ses anciens amis n'a tenté de rétablir le contact. Il dit lui-même qu'il se souvient chaque jour de ce qui s'est passé et de la douleur qu'il a causée à Graziella et à ses proches. Pasquale avoue, s'il pouvait retourner dans le passé, il agirait différemment. Pendant la difficile phase de réhabilitation, sa famille est devenue son principal soutien. Il exprime sa gratitude à tous ceux qui ont cru en sa réhabilitation. Cependant, la mère de Graziella a exprimé son opinion sur la libération anticipée de Pasquale. Selon ses mots, sa libération a anéanti l'idée de justice. Elle s'est convaincue que de telles personnes ne peuvent pas changer et représentent un danger pour la société. C'est pourquoi elles ne méritent pas de seconde chance. Vincenzo et Giuseppe, qui ont insisté sur leur innocence, n'ont pas pu comprendre les motifs des actions de Pasquale. Dans sa dernière lettre avant de quitter ce monde, Vincenzo a continué à défendre son innocence et à exprimer son amertume face à l'injustice du système. Il espérait que quelqu'un pourrait un jour prouver la vérité, mais ne voyait plus de sens à poursuivre la lutte pour la liberté. Giuseppe, Domenico et Michel sont toujours en prison. Giuseppe n'abandonne pas ses tentatives de prouver son innocence et consacre son temps à l'étude de la Bible. Il a accepté sa sentence et ne fait plus appel. Entre-temps, il garde la foi que la vérité éclatera un jour. Tous les trois désignent unanimement Pasquale comme le principal coupable de l'incident. Selon leur dire, il a attiré Graziella dans la forêt et a été l'initiateur des événements ultérieurs. Néanmoins, Pasquale a reçu la peine la plus légère parmi tous les condamnés et est déjà en liberté.